Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On fait comme d'hab ce petit point d'eau du lundi matin. On va essayer de faire le tour d'horizon d'une grande partie de les actifs parce que ce matin il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer comme d'hab sur le calendrier éco parce que là ça risque d'être le principal catalyseur. C'est-à-dire que pour une fois cette semaine, tout en sachant qu'évidemment ça ne limite absolument pas la capacité de notre bonne vieille administration américaine de foutre en l'air ses timings avec des interventions ponctuelles et non prévues. Mais normalement, cette semaine, on a de quoi manger dans le calendrier économique, c'est-à-dire des choses que le marché attend, dont il connaît la date de publication, et ainsi de suite. Donc, ça rend pas la chose contrôlable, c'est simplement que dans ces contextes-là, la spéculation risque d'être possible. Waouh, parce que putain, qu'est-ce que ça a été dur ces dernières semaines. On va pas se le cacher, tout simplement, c'est intradable sur les horizons de temps sur lesquels j'interviens normalement. Il n'y a rien à faire, aucun mouvement, aucune gestion du risque. Bref, on ne price plus rien du tout. Le marché ne bouge qu'à petite échéance sur des catalyseurs totalement. Bon, c'est des interprétations personnelles, mais bref, en gros, enfin, à ce jeu-là, Trump, la guerre commerciale, les tweets à la con de, voilà, bon, bref, encore une fois, gros bullshit, hein, il se passe absolument rien du tout côté États-Unis, Chine. Les news qu'on a sont toujours évidemment les mêmes. En gros, rien n'est à l'aube, mais à chaque fois que Trump nous dit que ça arrive, bah, les gens payent. Donc bon, c'est très amusant comme d'habitude. Bref, on revient au calendrier économique. Ça, c'est concret et ça, c'est ce qu'on va avoir cette semaine. Alors moi, il y a deux choses qui m'attirent particulièrement, mais vraiment particulièrement. Le reste, au final, même si ça risque d'être important, le sera probablement un peu moins. Alors la première des choses, la Chine, ça s'arrête mardi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la seule cotation de la semaine pour la Chine. On va aller voir ça. Et bon voilà, bon ça c'est un élément externe et ça n'a pas très bien commencé la semaine chez eux non plus. Bref, c'est surtout pour dire que quand ça va rouvrir, il va y avoir des gaps en Chine. Donc, voilà, là on est obligé, entre guillemets, de comprendre que la prochaine fois que la Chine réouvre, elle va redonner, entre guillemets, la tendance. Enfin, la tendance sera probablement déjà imprimée. Euh, Après, bon, on va aller direct. NFP, hein, c'est toujours pareil, droit dans le mur. Là, de toute façon, on s'attend toujours pareil à des créations d'emplois, aucune baisse du chômage, rien du tout, alors que, encore une fois, le chômage, lui, commence déjà à remonter tout doucement, mais vraiment tout doucement, et je vous rappelle que celui qu'il faut regarder, ce n'est pas ce chiffre qui ne représente strictement rien du tout. La réalité physique, elle est plus proche du double, et c'est ce qu'on appelle le U6, c'est-à-dire la mesure de l'emploi, et c'est l'équivalent de ce qu'on a à peu près en France, hein, voilà, le U6. Hein. Donc il faut bien comprendre que ça, c'est une fiction, c'est comme si demain Macron nous disait bah on est à 4% de chômage en France. Vous diriez attends non c'est n'importe quoi Coco. Là c'est juste que chez eux ça fonctionne comme ça. Donc ça c'est le chiffre qu'on considère comme étant hein, donc en dessous de 5% plein emploi, ce qui veut dire qu'en réalité c'est en dessous de 10%. Euh, et, euh, et bon bah voilà, on arrive si vous voulez à se morfondre dans cette fiction statistique. Euh, mais c'est comme ça. Bon, il y a quand même un emploi beaucoup plus solide. Hop, pardon. Oui, donc un marché de l'emploi toujours beaucoup plus solide que dans le reste du monde. Hein, ça, on peut pas non plus dire que c'est n'importe quoi aux États-Unis. Ça reste bien, mais ce qu'on surveille, c'est est-ce qu'on atteint le pic. Et c'est ça qui, malheureusement, me semble être le cas. Puisque si vous regardez le U6, qu'on voit pas là, bah, tout simplement, dès qu'on arrive sur ces 7,5% de taux de chômage, c'est à peu près le bottom qu'on avait en 2000, celui qu'on avait aussi avant la crise de 2008, on n'est même pas arrivé jusqu'à 7%. Donc voilà, on arrive un peu sur le plancher en fait d'absorption et de capacité de création d'emplois aux États-Unis. Pour des raisons qui sont simples, tout le monde pense qu'en gros tout le monde peut travailler, mais la réalité c'est que non, hein, il y a toute une partie de la population de toute façon qui ne travaillera jamais, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un peu le plein emploi, c'est la capacité maximale qu'on peut atteindre. La question c'est combien de temps on peut le tenir, et il y a des facteurs qui font que quoi qu'il arrive, ça a plutôt tendance de toute façon à refluer un peu derrière. Ce qu'on regarde immédiatement tout de suite, c'est le taux de participation. Le nombre d'emplois moyens par personne, ça c'est une statistique qui n'est pas du tout publiée, en tout cas pas ici dans les calendriers économiques. Et on regarde surtout le salaire horaire moyen. Ça fait un an que le salaire horaire moyen repasse au-dessus de l'inflation, c'est-à-dire qu'il progresse plus vite que l'inflation. Et ça, normalement, ça traduit dans un marché en plein emploi la forte probabilité d'assister à le plafond en fait. Et où derrière, bah, effectivement, n'ayant plus de capacité de progression sur ces marchés-là, on commence, en tout cas les marchés, déjà généralement à anticiper bah, le retour de la courbe du chômage, c'est-à-dire bah, l'inversion de la courbe du chômage.
Et ça, malheureusement, c'est plutôt pas très positif. Donc je pense que c'est ce que Wall Street surveille, et moi ce que je surveille clairement depuis un bon moment. On a eu la chute des CPI l'année dernière, donc le risque inflationniste l'année dernière, enfin le risque sur l'inflation l'année dernière. Là, on va voir si cette année c'est le problème du chômage. Moi, je pense que c'est la thématique de cette année et non pas le blocage, guerre commerciale. Je pense que si ça doit merder, ça merdera à partir de là. Parce que tout simplement, vous savez, on nous ressort la même chose aux États-Unis depuis 6 mois, entre guillemets, quoi qu'il arrive, la croissance est solide aux États-Unis, elle restera en place parce qu'il y a un marché de l'emploi solide. Bon, en gros, il faut tout déconstruire. C'est-à-dire que si vous voulez que ça baisse, il faut prendre tous les arguments haussiers et les faire tomber petit à petit. Aujourd'hui, ils n'ont plus que ça, en fait. À l'époque, on nous disait l'économie est robuste, les banques sont robustes. Bon, alors expliquez-moi comment ça se fait qu'elles aient pris près de 400 milliards de dollars en 2 semaines sur le marché overnight. Bon, non, les banques ne sont pas solides, sinon elles n'auraient jamais eu recours à ce genre de système-là. Donc encore un argument qui ne tient pas. Euh, Derrière, on avait donc la croissance est solide. Oui, dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas d'inflation? Donc voilà, c'est pareil, toujours les mêmes problèmes. Les entreprises sont profitables. Ah bon, bah alors comment ça se fait qu'elles aient fait un quarter négatif le dernier trimestre? Voilà, donc en fait, tous ces arguments-là n'existent plus, tout simplement parce que des réalités physiques ont montré qu'elles étaient fausses. Par contre, il y en a une qui reste toujours, c'est le marché de l'emploi qui est solide. Voilà. Donc si on perd celui-là, honnêtement, Wall Street n'a pas grand-chose derrière pour dire on va maintenir ce niveau de croissance durablement et c'était qu'un ralentissement. Le problème, c'est qu'on commence à comprendre que la guerre commerciale, c'est parti pour longtemps et que les ventes commerciales de Trump pour nous dire que ça va sortir et tout ça, ben, probablement ne sortiront pas, en tout cas pas maintenant. Donc la résilience du marché américain ne tient qu'à ça maintenant aujourd'hui. Il ne reste plus que ça. C'est de dire il ne faut pas que le marché de l'emploi se dégrade parce que si ça commence à se dégrader et qu'on commence à voir qu'on a chopé le sommet, bah putain, on n'a plus grand-chose à espérer derrière. Donc, pour l'instant, ça reste bien, on soit bien d'accord, il ne faut pas anticiper les mauvaises choses, mais moi, c'est mon job, et donc forcément, je surveille très clairement le marché de l'emploi américain, parce que c'est le dernier domino qu'ils n'ont pas fait tomber. C'est le plus solide, évidemment, c'est celui qui tombe en dernier. Le jour où le marché de l'emploi se renverse, les prix seront déjà orientés à la baisse. C'est pour ça que si je cherche un sommet avant que les statistiques de l'emploi commencent réellement à confirmer la dégradation. Il faut bien que vous compreniez, c'est vraiment le dernier domino. Quand celui-là tombe, immédiatement parlant, on revoit tout de suite à la baisse la croissance et la profitabilité des entreprises et ainsi de suite. D'accord? Les ménages, c'est vraiment le pouvoir, c'est le moteur américain. Donc à partir du moment où vous commencez à toucher au portefeuille, c'est là où ça fait mal. Si le chômage augmente, les gens commencent à se dire oh putain, et voilà. C'est toujours pareil, donc c'est un mécanisme très destructeur de valeur dès que la courbe du chômage s'inverse aux États-Unis. On n'y est pas encore, mais très sincèrement, il y a beaucoup d'éléments précurseurs qui tendent à penser que ça va être le cas. L'autre chose qu'il faut regarder, voilà, et on termine là-dessus, je n'ai pas besoin de faire un cours de macro de 3 heures, ce sera ça. Donc tout simplement parce que l'ISM manufacturier est passé en dessous des 50 le mois dernier et que on espère bien qu'on va repasser au-dessus de 50. Donc là, c'est magique, le consensus attend 50,1. Voilà, donc ça peut être une très très bonne comme une très très mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que si l'ISM manufacturier repasse au-dessus de 50, et si on peut même battre les 50, ce serait bien pour le dollar. Par contre, si on se tape un truc proche de 49, c'est pas bon. Ce sera deuxième mois en contraction pour les PMI. Si on passe carrément en dessous des 49, c'est-à-dire si on se rejoint un petit peu la moyenne européenne, là, ça va devenir très très emmerdant. C'est-à-dire que là, tout simplement, le secteur manufacturier emploie énormément de monde aux États-Unis. Donc, il faut bien comprendre qu'effectivement, oui, la transition vers les services, blablabla, c'est bien, mais ce sont les gens dans les grandes villes qui bossent dans les services. Le problème, c'est que les gens qui bossent dans le secteur manufacturier sont surtout généralement soit périurbains, soit écartés des centres de création de valeur. Donc ce sont les gens qui sont de plein fouet touchés par les ralentissements économiques. D'accord ? Donc si vous appauvrissez les gens qui ne sont pas en ville, qui restent des forts moteurs de consommation, hein, c'est-à-dire en gros si vous concentrez la consommation dans le modèle futuriste de dire tout le monde vivra en ville dans une économie de service et la manufacture, bon pas besoin, il y a les Chinois pour fabriquer tout ce dont on a besoin. Voilà, posez-vous les questions quand même, il faut être un petit peu plus intelligent. Le coup du demain, les robots fabriqueront tout ce qu'on veut, c'est bien, mais en attendant, ils ne le font pas encore aujourd'hui, donc on a besoin de petites mains. Et voilà, ce secteur manufacturier
manufacturiers, le fait qu'ils soient en très forte dégradation, certes, c'est annonciateur du changement futur, la réapparition des robots et ainsi de suite, qui prendront probablement la plus grande part des travaux manufacturiers. En attendant, on a quand même besoin de mains aujourd'hui, et pire, ces mains ont besoin de travailler pour se nourrir. Et c'est ça le réel gros problème aujourd'hui. Et je pense que c'est ça auquel vont être confrontés les Américains, c'est que tout simplement, ils sont refermés sur leur petite ville. Ils ne pensent pas qu'il y a une grande partie de leur population qui se trouve en dehors des villes, et elle est asphyxiée à mort. C'est elle qui a voté Trump, hein. Donc il faut bien être d'accord que si Trump échoue sur ce plan-là, il ne sera pas réélu. Donc il faut qu'il fasse très très attention à ce qu'il fait. Et la dégradation du secteur manufacturier aux États-Unis, c'est clairement pas un bon signe pour lui. Voilà. Donc ça, c'était simplement pour faire le point, noter que donc voilà, ça va être important. J'attends pas spécialement une forte dégradation, mais par contre, si ça tombe en dessous du consensus et en dessous des 49,1, là, ça va vraiment, vraiment pas du tout plaire au marché américain. Je vois pas comment il pourrait tenir une stat aussi, enfin tenir le marché en support si on est 2 mois de suite en contraction sous la zone des 50. Le reste m'intéresse globalement pas plus que ça. Voilà. Alors évidemment, on suivra celui-là aussi, hein, c'est-à-dire, bon, là, c'est la partie non manufacturière, c'est-à-dire qu'une chute ici, ça pourrait être effectivement relativement inquiétant. C'est-à-dire que si les deux chutent, là, c'est vraiment pas bon du tout. Donc on va juste surveiller. Celui du mois dernier, c'était une horreur, hein, l'ISM. C'était vraiment pas bon du tout. Donc on va voir si ce mois-ci, en gros, confirme la tendance du mois dernier, ou si le mois dernier n'était qu'une petite erreur statistique. Voilà, et donc évidemment, le NFP, vendredi, c'est le gros machin, et en plus, on termine la semaine avec un petit commentaire de Powell, histoire d'essayer de voir si on peut pas sauver ou enfoncer le merdier. Donc maintenant, on va regarder d'un point de vue graphique. Alors je vais quand même peut-être commencer par les cryptos, parce que je sais qu'il y a des cryptos dingos qui n'en ont rien à foutre. Donc ça a déjà fait, hein, voilà, je regardais il y a quelques minutes, je me disais, bon, ils vont quand même nous l'enfoncer, le plus bas hebdo. Donc ça y est, c'est fait, nouveau plus bas hebdomadaire. On travaille bien la zone 50% du canal, donc bon, très personnellement, je vois difficilement comment on va la tenir. Donc c'est une des raisons pour laquelle déjà je vous ai demandé d'être très prudent, et pour être totalement honnête, je pense qu'il n'y aura pas de rebond ici. Il y a peu de chance, voilà. Donc, moi, pour l'instant, je patiente et j'attends de voir ce que me donnent les prix. Le problème, c'est que, comme là, on est en arrachage littéral du plancher, j'ai pas assez d'informations. Donc, j'attends de voir si, entre guillemets, on continue de travailler cette zone et il y aura peut-être possibilité éventuellement de jouer un rebond et de dire que le basculement dans les 50% du canal ici, ça passe pas. Mais pour l'instant, bon, je vois là qu'on a déjà tenu plusieurs clôtures. Celle-là, c'est probablement celle où on tente d'accélérer. Moi, je vois difficilement des supports ici, hein. Tout simplement, il y a tout un paquet de stops à venir dégommer ici. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver des risques ratio-rendement en intraday pour faire ça? À vous de faire le job, hein. Je vous donne encore une fois les clés, vous vous démerdez, c'est à vous de conduire vos propres bagnoles. Vous sortez du 15 minutes, vous cherchez des ranges matures et puis vous essayez de jouer le sens de la tendance baissière. Voilà. Moi, je fais pas ça, j'ai pas le temps de faire du court terme parce que j'ai pas le temps de gérer les trades en ce moment, donc je fais du swing. Et effectivement, c'est pas le moment le plus opportun pour faire du swing. Suivez toujours votre dominance BTC. Hein, c'est-à-dire que malgré le rebond du diable qu'on a eu ici, qui a un peu foutu en l'air ma gestion du risque sur le scénario, c'est pas grave, hein, on est toujours dans un schéma de baisse et je pense qu'on va toujours chercher ma target. Donc normalement ici des baisses BTC plus sensibles que les baisses sur les altcoins à mon avis. Maintenant, ça faisait partie des scénarios que j'envisageais, mais encore une fois, là on a quand même chuté tellement fort sur les cryptos qu'on a emporté mes stops avant. Donc voilà, moi ce qui est ça que je craignais un peu, j'aurais juste voulu que la dominance BTC chute ici, c'est-à-dire que BTC enfonce son support, mais que les Ethers maintiennent le leur. Autrement dit, il y en a un qui enfonce, et les autres ont déjà tellement avancé qu'ils n'arrivent pas à enfoncer. Bon, je me suis planté sur ce coup-là, je me suis fait enfoncer d'abord, et après on y va. Donc bref, ça ne justifie toujours pas d'entrer, mais soyez bien clairs d'une chose, pour ma part, pour l'instant, je pense que le prochain move à jouer du coup, se fait toujours sur les altcoins, mais je pense qu'il faut attendre un peu. Voilà. C'est-à-dire que comme là, on a formé une grosse résistance, alors on va y revenir, hein, qu'on soit bien d'accord, je n'ai aucun doute là-dessus que cette zone-là, elle sera retestée et débordée. Simplement, ça change énormément de choses. Là, tout simplement, les targets ne sont plus les mêmes. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est en train de se préparer pour la zone des 530, et que donc du coup, il va falloir accumuler par là et breaker par là. Donc déjà, il faut trouver un bottom. Moi, j'ai des signaux de range ici, voilà, par exemple le daily sur l'Ethereum, c'est pas, je suis navré, mais bon, voilà, ce genre de truc sur le canal de tendance, ça fait que là, il faut tout de suite qu'on aille voir sur le time frame inférieur. La divergence, elle est juste, bon, voilà, c'est tellement visible que voilà. Mais pour l'instant, elle n'est que potentielle. J'ai pas de signaux ici pour gérer mon risque, donc c'est ça qui me gêne un petit peu.
Mais sincèrement, je pense que il y a des choses à faire sur les altcoins cette semaine. Donc, je vous tiendrai au jus dans le Discord. Pour l'instant, je n'ai aucune gestion du risque. J'ai des faisceaux d'informations. Mais il faut bien comprendre qu'en daily, quand vous avez ce genre de truc, normalement, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de mal à aller plus loin. Donc ça veut dire que là, il n'y a pas de sentiment tendanciel. Voilà, il détecte des irrégularités de cycle. Donc les irrégularités de cycle, s'il en détecte une, il dit ok, peut-être tendance. S'il en détecte trop, il dit ok, c'est bon, c'est juste du bruit de marché, c'est du range. Donc arrête de flipper ta race, identifie les supports et puis mets-toi en face des mouvements. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Maintenant, on est venu chercher pile poil les zones que je voulais, c'est-à-dire les overlaps, mais j'avais considéré que ça, au final, pour les quelques dollars qui restaient entre les deux, pouvait suffire. La grande question, c'est qu'il nous reste donc un volume à 140. Est-ce qu'on va l'exploiter? Voilà. Donc moi, je vous l'ai dit direct. Je ne cache pas, j'ai un gros ordre à 140 dollars sur l'Ethereum. J'y mets quasiment la moitié du compte dedans. Donc le principe étant que si on va chercher ce prix, ça m'intéresse. Maintenant, je doute clairement qu'on y aille. Parce que normalement, on est d'une pas supposé y aller. Et si on y va, ça ne peut se faire que sur... Voilà, pour moi, c'est ça aspire et ça remonte. J'ai peur, au final, que sur l'Ethereum, l'inspiration, elle soit là. Hein. Et c'est de dire, dans ce cas-là, à ce jeu-là, moi, si l'Ether remonte, je ne suis pas contre. Franchement pas contre. Donc, je surveille. Ce signal-là, ça m'intéresse. Problème, je vous apprends toujours que les targets, on va les gérer déjà d'une dans les contextes et toujours sur l'outil inférieur. Là, j'ai rien. Voilà. Si j'avais la moindre information en gestion du risque, je peux vous assurer que j'aurais déjà repris quelques Ethers en fonction du signal. C'est-à-dire que plus le signal aurait été bon, plus j'en aurais pris. Là, je fais rien. Donc, pour l'instant, je ne peux pas reprendre de trade spéculatif, mais je vous le dis direct, je pense que je travaillerai dans cette zone-là. J'attends juste d'avoir une gestion du risque. Pour l'instant, j'ai rien de tout ça. Donc, quels sont les prix qui m'intéressent? Vous voyez bien que de toute façon, les zones d'achat se trouvent toujours sous les contextes, en débordement des contextes. Donc, je pense qu'on peut aller chercher 146, 145, et effectivement les fameuses 141 que je vais essayer de pécho. Si on chope ça cette semaine, voilà, évidemment que là, je vais prendre un trade avec un volume relativement conséquent parce que je vais prendre un peu de buy and hold et un trade spéculatif. Le trade spéculatif, je vais le gérer comme tous les trades spéculatifs. Je vais rentrer là, je vais le sécuriser à 190, un truc comme ça, au canal de tendance. Et je vais garder une partie dans mon volume swing. Ok? C'est juste pour que vous ayez la thématique. Quand je dis de toute façon je vais y aller fort, c'est je vais y aller un peu plus fort qu'un trade spéculatif. Et quand je dis ça, je dis pas je vais partir avec des leviers et faire n'importe quoi. Non, je vais prendre un petit trade spéculatif classique auquel je vais adosser par exemple 25% de remise de cash en buy and hold, parce que c'est la zone qui m'intéresse sur le buy and hold. Donc voilà, il faut bien que vous compreniez ça. Quand je dis que la taille de position va être conséquente, c'est juste qu'elle va être plus grosse que ce que je ferais ici en temps normal sur un trade uniquement spéculatif. Voilà. Je reprends les mots, c'est important, parce que quand je vous dis je vais prendre une grosse position, il y en a, ils vont se dire, putain, c'est parti, allez, on y va, open bar. Non, voilà. C'est juste que là, on arrive sur les zones que je voulais pour des stratégies d'investissement Ethereum, je vais le faire. Voilà. Donc je surveille. Okay. Ici, qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là? Je peux tout simplement mettre une alerte de range baissier. C'est typiquement ce que j'essaierai de faire sur ce genre de truc. Voilà. Des clôtures. Non, je veux pas de clôture. Je pense que là, il faudra être alerté rapidement. Et là, des clôtures 4 heures, ça peut me foutre dans la merde. Donc, voilà. Voilà, c'est tout. Juste une petite alerte, histoire d'être sûr de rien rater. Je vous rappellerai, alors je dois le faire, je vais essayer de le faire cette semaine, je sais, ça m'insupporte. Il faut que je vous fasse le détail de toutes les alertes, de qu'est-ce qui déclenche chaque type d'alerte. Là, celle-là, la différence avec le range classique, c'est qu'elle déclenche des alertes que s'il y a un triangle, alors qu'on est passé plus bas que ça. C'est-à-dire il faut arriver à être passé sous les contextes. Donc là, moi, ce que je veux, c'est un prix qui passe sous les contextes et qui me déclenche un triangle. Typiquement, ça déclencherait l'alerte. Ok ? Donc c'est à peu près ça que je veux. Je pourrais mettre une alerte de momentum, voilà, mais dans ces cas-là, je préfère plutôt mettre autre chose. Je vous donnerai cette stratégie-là aussi, parce que je la trouve très intéressante, surtout pour vous, pour les débutants, ou dans des contextes où on est relativement hésitant, c'est-à-dire les contextes où moi, personnellement, je ne prends pas trop de risques, d'accord, j'adepte des profils de risque modérés, ceux que vous devez utiliser. D'accord. Prenez cette habitude-là, vous mettez une alerte bien propre pour votre signal confirmé et tout. C'est qu'il y en a plein d'entre vous qui mettent les alertes sur le momentum. Je préférais que vous fassiez pas ça. Le mieux, c'est de dire, foutez un signal sur la confirmation,
Voilà. Comme ça, vous avez un signal bien propre, confirmé, impeccable. Vous rentrez avec un faible risque. Et si vous avez peur de rater le truc, parce que malheureusement ça va arriver, au lieu de foutre un signal sur le momentum, vous foutez juste une grosse trendline baissière comme ça et vous lui collez une alerte. Autrement dit, dès qu'on casse le mouvement baissier, vous serez alerté. D'accord? C'est-à-dire que si des fois le marché se renverse ici sans avoir donné de signal acheteur, bah vous pouvez toujours vous dire ok, je prends un petit trade par là avec un stop large et je suis le mouvement que je voulais attraper. D'accord? Toujours en prenant en compte la gestion du risque, que ça se trouve on est juste en train de venir faire un petit pullback et qu'on ira plus loin derrière. Bref, de toute façon, celui-là de trade, je le gérerai avec vous dans Discord. Il n'y a pas de cachotterie. De toute façon, je sais que la plupart d'entre vous sont clairement intéressés par les cryptos. Je n'ai pas l'intention d'aller travailler dans le noir. Voilà. Je vous dirai tout. Dès que je fais un truc, je vous serai au courant. Je vous explique juste la manœuvre, parce que c'est ça qui est important, encore une fois. Je sais qu'il y en a qui me suivent bêtement et méchamment. Ça n'a aucun intérêt pédagogique de faire ça. C'est tout sauf ce que je défends. Maintenant, bon, je suis quand même au courant de ce que vous recherchez, donc je le fais quand même malgré tout. Mais j'aime pas trop ça. Je le fais parce qu'il y en a qui vont de toute façon tirer des informations intéressantes, pédagogiques, qui vont progresser, et il y a ceux qui vont bêtement copier. Voilà. Bon, bah, de toute façon, malheureusement, je ne peux pas vous séparer. Je ne peux pas dire, à toi, tu es un copieur, donc je te donne pas l'information, et toi, c'est bien, tu progresses, donc je te le donne. Donc je donne à tout le monde en sachant que quoi qu'il arrive, il y a des gens qui feront n'importe quoi. C'est votre propre responsabilité, encore une fois. Si vous venez derrière pour pleurer et me dire ah, j'ai perdu 40% de mon capital parce que j'ai acheté des Ethers en me suivant tes conneries. Moi, je ne perdrai jamais 40% de mon capital avec les Ethers, je vous le dis direct. Donc, si vous faites vos conneries sans respecter les règles, vous faites ce que vous voulez. Mais il ne faut pas venir pleurer derrière. Ce n'est pas mon problème. Okay. Allez, on va sur les autres marchés. Donc, on regarde la Chine. C'est le premier truc qu'on devait faire ce matin. Bon, voilà. Hein, donc, la Chine, pour moi, c'est plutôt mal barré. On passe en clôture sous les 50% du canal de tendance. On va se mettre en daily quand même. Enfin, du canal de contexte. Qu'on est déjà sous les 50% ici. Bref, voilà. Pour moi, c'est pas très très bon signe la Chine. Et je pense qu'évidemment, là, ici, on a bien fait une belle zone de conso. Échec au franchissement de la résistance. Et ça accélère au sud. Là, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas... Alors, il y en a beaucoup qui vont dire, ah, on a un support ici, on va remonter. Oui, bah, c'est sûr. Mais si celui-là, il cède avec un mouvement baissier, c'est-à-dire que normalement, dans un mouvement comme ça, on ne cherche pas les supports sur lesquels on peut se positionner pour trouver des mouvements haussiers. On regarde les résistances sur lesquelles on peut éventuellement essayer d'aller se poser pour trouver des prix de vente intéressants. Donc, on reste sur des flux baissiers. Alors, je sais, tout le monde a naturellement une envie de regarder les tendances haussières, parce que habituellement les indices sont dans des tendances haussières, mais d'une, tous les indices ne sont pas dans des tendances haussières, la plupart des indices aujourd'hui sont neutres, voire baissiers, donc il faut commencer à inverser vos paradigmes de marché. Il faut soit commencer à vous projeter à dire, bon ben on vise les supports comme des objectifs, et dès qu'on ne peut en casser un, bah voilà, en gros on gère son risque sur le support, mais on essaie de rentrer vendeur sous les résistances. C'est exactement ce qui se passe là. Hein, voilà. Donc on va voir. Mais pour ma part, ça reste un cluster baissier. Et ici, il n'y a plus rien. Hein. Le prochain support est là. Donc normalement, théoriquement, ici, Shanghai, le prochain arrêt, c'est ici. Hein. C'est 10% de baisse, 10-12%. Moi, je maintiens que c'est le schéma. On est dans un flux baissier, je vous rappelle. Donc ici, les gaps baissiers peuvent sans problème s'imprimer et ils n'ont aucun besoin d'être refermés. Hein, on refermera ça plus tard. On est dans des phases plutôt finales pour les indices chinois. Je rappelle qu'il reste, pour ma part, pas plus de quelques mois de baisse pour Shanghai. Et après, on sera sur des niveaux de support relativement importants à moyen terme. Voilà. Et pour moi, ici, encore une fois, Shanghai, ça s'achète. Hein. Je pense qu'il faudra, en tout cas, potentiellement reprendre des value stocks. Voilà, pareil. Il faudra rechercher des valeurs qui se sont fait littéralement déchirer, mais qui ont toujours de la valeur et des potentiels de croissance. Bon, on en parlera en temps et en heure, bien évidemment. Xiaomi, il y a toujours le problème de dire Xiaomi c'est bien, mais il faut qu'on trouve la valeur de cet actif. Le problème, c'est que ça a été introduit en bourse il n'y a pas longtemps. La seule cotation qu'on a est une cotation baissière, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas trouvé un support sur Xiaomi, c'est très compliqué de dire voilà. C'est pour ça que c'est buy and hold Xiaomi. Il faut être très très patient parce que pour l'instant, on ne connaît même pas la valeur de l'entreprise. On n'arrive pas à trouver un plancher de valorisation. Tant que ça, c'est pas fait, ben malheureusement, je suis rentré trop vite. Voilà. Maintenant, c'est pas grave. Xiaomi, il faut être très très patient. Et voilà, ce truc-là, si au bout d'un moment on se définit que ok c'est bon, ici on a trouvé le plancher de valorisation, c'est où les résistances là? Ça va aller très très vite. C'est direct, on vient là, on accumule et on va très probablement, très rapidement retracer vers les 15 derrière. Et dans ce cas-là, avoir acheté sous 10 $, c'est clairement pas inintéressant. Hein, voilà. Mais c'est juste qu'il y a un risque, et là le risque c'est que si vous mettez des stops sur un marché qui ne connaît pas sa propre valorisation, bah, vous êtes emmerdé. C'est pour ça que les trades spéculatifs ont été stoppés et que je n'ai plus que la partie buy and hold sur cet actif. Voilà.
Ça, c'était pour le petit cours théorique. Euh, le S&P 500. Donc, voilà comment ça attaque la semaine. Eux, évidemment, il faut tout de suite remettre en cause la semaine passée, qui a donc clôturé sous le plus bas de la semaine passée. Donc là, c'est un avalement baissier hebdomadaire qu'on a mis. Bon, voilà, il y en a plein qui se disent vite, vite, il faut annuler ça parce que évidemment, si on remet une semaine de baisse, celle-là, elle va être un petit peu plus costaud. Et encore une fois, en hebdomadaire, il n'y a pas de support, plus aucun. C'est-à-dire que là, arrivé ici, il y a un premier petit support éventuel qui commence à se mettre en place, une petite zone de support vers la zone des 2100. Mais honnêtement, à ce stade-là, on sera à 25, voire 30% de baisse. Et je vous ai dit, le problème, c'est qu'il y a des risques systémiques qui font que, à partir du moment où on retourne chercher les 20% de baisse, on doublera la mise. Je pense qu'on fait moins 40 aux États-Unis si on baisse. Tout simplement pour les raisons que je vous ai dit. Le repo, ça traduit que le marché interbancaire, il est tendu et que si ça merde, il y a probablement des faillites qui vont arriver. L'accumulation de l'argent dans les ETF, ça montre que ce sont des glands qui sont investis sur des actions extrêmement chères et que si ça commence à baisser, ils se font slasher. Ils se prennent une claque de 30% directement, très rapidement, et ils vendent. D'accord. Eux, ils ne cherchent pas à comprendre est-ce qu'il faut holder, garder. Voilà. Non, non, eux, c'est de dire vous m'avez pris pour un con, je veux l'argent. Voilà. Hein, c'est la classique, comme je vous dis, c'est des comportements irrationnels, mais encore une fois, le marché ne prend pas ces comportements en compte. C'est d'ailleurs, on pourra, si vous voulez, on pourra faire un cours là-dessus, mais c'est la traduction même de l'esprit humain et de toutes ces dérives capitalistiques. C'est-à-dire qu'en réalité, on est bien conscient que l'argent des particuliers non expérimentés, il va probablement causer un effet négatif. Mais comme en ce moment, ça permet de faire monter les marchés, c'est fantastique. Et on s'en bat les couilles de la conséquence derrière. C'est-à-dire, chouette, ça peut servir effectivement quelques personnes qui ont plutôt envie à ce que les marchés montent et qui ont plutôt envie de vendre leurs actions. Donc c'est génial, il y a tout un paquet de glands qui comprennent rien à rien, qui sont en train d'acheter leurs ventes. Donc est-ce que ça arrange tout le monde? Bien sûr. Mais quelles sont les conséquences de faire rentrer avec des prix très élevés des particuliers non expérimentés? On connaît tout de suite la réciproque. La réciproque, c'est que si ça se passe un tant soit peu mal, ces gens-là vont avoir des décisions irrationnelles et ils vont amplifier les mouvements spéculatifs. Donc, le problème, c'est ça, c'est que ça arrange tout le monde qu'on puisse trouver des gens pour acheter nos ventes, mais en attendant, on sait très bien que la prochaine crise, elle sera amplifiée parce qu'on a fait rentrer des débilos. Et ça, c'est la même chose, mais c'est toujours pareil, ça nous arrange, on connaît les conséquences, mais bon, tant pis, les conséquences, ce sera après, on paiera, et puis voilà. Donc, c'est dommage, parce que ça, encore une fois, tous les modèles de gestion du risque ne le prennent pas en compte. C'est-à-dire que si vous parlez à n'importe quel financier qui connaît un peu le milieu, vous dira qu'on est tous conscients de ces phénomènes-là. On connaît tous les conséquences de ce qui se passe depuis plusieurs années aux États-Unis, et on sait tous que ça va amplifier la baisse. On ne sait juste pas quand la baisse va arriver. Ça, c'est toute personne qui fait du marché le sait. Alors, il faut spéculer avec une gestion du risque, pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas vendre la fin du monde inévitable et le crack obligatoire, juste savoir qu'il y a un timing dans lequel il y a beaucoup de risques qui commencent à se montrer. Mais, et bien comprendre derrière que tous les modèles de gestion du risque automatisés, je vous dis pour des raisons un petit peu obscures, mais c'est quoi qu'il arrive, on exploite toujours la même chose, la loi normale, c'est-à-dire une répartition gaussienne, parce que c'est la modélisation des répartitions statistiques la plus proche de la réalité qu'on ait trouvée. Alors malheureusement, elle n'est absolument pas réelle, elle est proche de la réalité. Je vous l'ai toujours dit, les marchés, quand on vous dit le marché n'a rien à voir avec l'économie réelle, certes, mais il en est proche la plupart du temps à cause de ces répartitions gaussiennes. C'est-à-dire que c'est la méthodologie scientifique la plus proche de la réalité qu'on ait trouvée, c'est-à-dire qu'on sait que c'est aléatoire, qu'il y a une part incontrôlable et des écarts types, mais la plupart du temps, quoi qu'on arrive, on est obligé de normaliser une suite aléatoire. Et donc, voilà, ces lois gaussiennes, toutes les gestions du risque sont basées là-dessus. C'est pour ça que je vous apprends à comprendre ça, parce que c'est comme ça que le marché voit la gestion du risque. Alors, ça vous paraît très abstrait quand vous commencez ou quand vous êtes en progression. Je vous garantis que le jour où vous avez compris la gestion du risque, vous comprenez que la loi normale, tout est basé là-dessus. Donc vous vous dites, c'est cool, la loi normale, elle prend en compte le fait que les acteurs de marché sont plus ou moins rationnels et que tout toujours retendra vers une moyenne. Sauf que je vous dis, quand il y a des gens qui ne comprennent rien au marché, qui sont là par pure avidité et qui se disent il y a de l'argent facile à faire dans les marchés en achetant des actions, en les achetant hors de prix, qui ne recherchent absolument pas la valeur, mais simplement de savoir jusqu'à quel prix on peut monter, ces gens-là, vous croyez sincèrement qu'ils réfléchissent en loi gaussienne? Non, ces gens-là, ils sont tout sauf en réflexion gaussienne. Ces gens-là, c'est eux qui créent les écarts types très élevés, c'est eux qui créent l'irrationalité de marché et qui créent les paniques boursières. Alors pourquoi on les laisse rentrer? C'est ça la question que je vous pose.
Bah, tout simplement parce que ça arrange tout le monde en fait. Quand on a fait suffisamment de bêtises et qu'on a pris suffisamment de risques, il faut trouver des gens prêts à prendre encore plus de risques que vous pour pouvoir leur vendre vos actions. Et bien évidemment, comme d'hab, qui arrive en dernier et en bout de chaîne, c'est toujours les particuliers inexpérimentés. Et comme par hasard, pourquoi on a des crises à chaque fois que ces gens-là commencent à trader? Bah, parce qu'ils tradent. Voilà. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a un risque de crise? Bien sûr. Mais est-ce que ça va arriver? Vous n'en savez rien. Donc, toujours pareil, voilà, on fait attention. Donc Wall Street, on attend. Si ça confirme une nouvelle fois cette semaine, je pense que c'est retour vers les supports hebdomadaires. Donc à savoir, on voit bien hein, les supports daily, c'est pour moi, dès qu'on bascule sous les 2009, je pense qu'on valide le fait que ce range-là n'arrive plus à franchir des résistances. Et je pense qu'on ne tiendra pas ces zones de support. Hein, simplement, triple contact ici. Non franchissement de la résistance, on revient sur cette zone, c'est breakout, c'est l'accélération. Vous voyez bien, de toute façon, tous les clusters techniques sont là. On revient chercher cette zone-là, qui a déjà été testée, égale breakout, accélération baissière, et tout droit vers ma zone de target. Donc c'est comme on l'a dit, hein, c'est moins 10 pour tout le monde. Et ici, on juge, c'est-à-dire que la Chine arrive sur des premiers supports, les États-Unis arrivent également sur des supports. Je vous rappelle qu'ici, il y a quand même des zones avec un fort support, vers la zone des 2600 et compagnie. Hein. Donc il ne faut pas non plus oublier ces zones-là. Simplement, soit ici, cette zone-là fait support, tout va bien, et derrière, on arrive à sauver le marché américain. Tout va bien. On a vraiment ces deux supports ici. Hein. Maintenant, je vous dis, moi, le problème, c'est que je pense qu'on est en tendance baissière, mais que ça ne se voit pas encore aux États-Unis. Voilà, c'est que, bon, en gros, chez eux, on masque un peu la panique, mais que j'ai l'impression qu'elle arrive. Bref, autrement dit, normalement, on regarde des supports, mais on veut leur cassure. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'aller voir, au-delà du support, comment le marché réagit. Donc, si on vient ici, je n'ai pas l'impression que c'est ici qu'il faut acheter. J'ai plutôt l'impression que c'est ici qu'en gros, il faut se dire, on arrive dans la zone où on va récupérer un peu des profits, mais j'ai bien l'impression et l'intention qu'il faudra viser sous ces zones d'ETP pour essayer de viser des débordements. Okay, quand je mets Target 1, encore une fois, ce n'est pas un prix fixé et compagnie, c'est de dire c'est une zone d'intervention autour de laquelle il faut bien entendu commencer à réduire ses expositions vendeuses par pur risque de reprise haussière. Hein, ça, j'espère que vous comprenez bien. Là, on a un momentum baissier. On risque d'avoir prix et momentum orientés dans le même sens. C'est-à-dire que là, si on arrive à imprimer un momentum bear, ça va saigner. Hein. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu prix et momentum baissier en daily. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement aller au sud en ligne droite, mais ça veut dire que là, si on a prix et momentum orientés dans le même sens, on casse normalement des supports. Voilà. OK. Ça, c'est pour le schéma global. On regarde d'un point de vue Nikkei, c'est la même chose. Hein, le Nikkei, échec au franchissement des résistances. Ils font tout pour essayer d'y arriver, mais ça passe toujours pas pour l'instant. Donc, malheureusement, je suis navré, mais quand on rejette les résistances, au bout d'un moment, on commence à comprendre qu'un marché haussier, ça casse les résistances et que malgré de l'inflation, qui normalement tire les prix vers le haut quoi qu'il arrive, on n'arrive plus à franchir les résistances. Au bout d'un moment, je pense qu'on va commencer à aller voir les supports. Problème, c'est que, évidemment, ça risque de se faire un peu de manière désordonnée, étant donné que plus on retient quelque chose, plus évidemment, quand on se rend compte qu'on a été leurré, la violence du mouvement opposé se met en place. Donc, est-ce qu'un mouvement haussier va pouvoir continuer dans les prochains jours? Je pense que c'est possible. Le problème, c'est que pour ma part, le mouvement précédent, donc qui a été mis par l'injection de liquidité, enfin l'espérance de l'injection de liquidité de la Banque Centrale Européenne, qui s'est avérée donc être une réalité, c'est bien, ça a permis tout ce gros rallye haussier. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, c'est que ce gros rallye haussier, certes, ne franchit pas de résistance. Et ça, c'est très très emmerdant. Parce que tout simplement, maintenant, on est dans un paradigme où effectivement les bonnes nouvelles ramènent vers les résistances, mais elles ne sont pas franchies. Et c'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait très très peur. Alors il n'y a que Wall Street qui est tellement proche de ces résistances qu'on espère que ça va donner l'impulsion haussière, mais il n'y a que des mauvaises nouvelles qui arrivent. Donc comment on fait? On attend la bonne nouvelle. Il faut bien que vous compreniez ça. Wall Street attend la bonne nouvelle pour aller chercher son sommet historique et relâcher la pression sur tout le monde. Quid de putain, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi on n'a que des mauvaises nouvelles? Toutes les stats de la semaine dernière étaient merdiques, et on va voir comment sont celles de cette semaine. Mais si elles sont bonnes, évidemment que le marché va essayer d'aller chercher le sommet historique. Ça donne de la visibilité. Il faut que vous compreniez comment les opérateurs voient le marché. Tout simplement, ça, c'est de très gros risques. Parce que là, en gros, on a le cul posé entre les deux chaises. Si on vient là, c'est très mauvais signe. Très, très mauvais signe. C'est parce que cette fois, on n'a pas réussi à aller plus haut. C'est bien qu'il faut comprendre que là, en gros, si on revient tester des niveaux précédents sans avoir fait un nouveau plus haut, ça pue la merde. En tout cas, ça augmente le niveau de risque dans un marché déjà très tendu.
Si on va imprimer le sommet, ça laisse du temps. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on arrive toujours à franchir des résistances. Et je vous ai dit, le marché a énormément de mal à passer de tendance haussière à tendance baissière. Ce qui veut dire qu'en gros, ça apporte de la visibilité. Le simple fait de franchir la résistance nous donne de la visibilité sur plusieurs mois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Donc, on essaie de forcer les mouvements de marché. C'est ça qu'il faut que vous captiez. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent imposer une vision de marché. Alors ils ont la capacité de le faire parce que ces gens-là, pour la plupart, sont dans des postes de pouvoir à la Maison-Blanche. Donc, eux, ils ont intérêt à ce que ça monte. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils trichent pour qu'on imprime des sentiments. Eux, ils veulent juste qu'on aille au sommet historique. Aller au sommet historique, même si on n'a aucune visibilité sur ce qui se passe derrière, ça donnera l'illusion d'eux aux opérateurs de marché. Ok? Ça, il faut bien que vous compreniez. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que l'administration américaine fait tout pour. Mais je vous ai dit, c'est de la manipulation de marché, c'est de la tentative de contrôle. C'est donc fait par des esprits qui ne sont pas très très proches des milieux d'affaires, tout simplement. Sinon, ils comprendraient que c'est très stupide de jouer comme ça et que surtout, ça marche un temps et qu'au bout d'un moment, ça reproduit l'effet inverse avec toute la volatilité qui va avec. Donc, pour l'instant, on fait un peu attention. Mais quand je vous dis voilà, que Trump est tout sauf un businessman, c'est un vendeur de bagnoles, voilà, donc c'est bien. Il est là pour vendre des bagnoles, mais c'est clairement pas un gestionnaire de risque. Sinon, il aurait bien compris qu'essayer de contrôler le marché, c'est le meilleur moyen d'en perdre le contrôle total. Voilà, bref, allez, AUDNZD et Forex, on y passe juste après. Donc le support de l'AUDNZD payé, je vous ai dit personnellement que j'avais un petit peu de mal à payer ce support parce que fallait quand même y aller à l'aveuglette. Donc je suis pas mécontent de voir que le marché le paye. Donc ici on a un support assez intéressant et je pense donc qu'on va étaler la valeur dans la partie haute des ranges, à savoir donc normalement aller ranger la zone des 1,09. Pour ma part, un prochain arrêt vers les zones de résistance là, et je pense qu'on devrait normalement essayer d'aller au moins chercher cette zone, voire la franchir. Mais voilà, prochaine zone de range, en gros, c'est de dire, essayer de déborder ça, trouver une résistance, et je pense qu'on pricera ça comme un support. C'est-à-dire que la résistance qu'on a là sera très probablement un support à terme. Donc j'ai raté ce prix-là très intéressant. Je vous dis sincèrement, je vous en ai parlé la semaine dernière, j'ai hésité à re-rentrer, puisque c'est la zone où je suis sorti précédemment. C'est-à-dire que moi j'ai anticipé le range ici, je me suis trompé, on a quand même réussi à déborder tranquillou. Voilà, donc soit on forme un range ici tout petit, mais dans ce cas-là il restera orienté à l'achat. Soit on va directement chercher les zones de TP, c'est à partir de 1,09 je dirais, c'est minimum ici, mais je pense qu'on tendra vers ça, genre 1,1140. Est-ce qu'on réussira à franchir ça ou non? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Prenez les dernières clôtures daily en référence. Voilà, donc 1,1145. Ça, je pense qu'on peut essayer d'aller viser cette zone-là. Maintenant, voilà. Est-ce qu'il faudra qu'on accumule ici avant de déborder l'intégralité de ces zones? Je vous le mets en hebdo. Voilà. Hop. Ou est-ce qu'on va réussir à le faire d'emblée? Voilà. Parce que ici, moi j'ai l'impression que même si il faudra quand même faire attention sur ces zones-là, j'ai l'impression qu'on file tout droit vers ces zones-là, là, les 1,11, 1,12. Voilà. C'est-à-dire carrément directement 1,12. Et une fois qu'on est là, on tient. C'est-à-dire un peu ce genre de truc. Je m'attends à ce genre de bruit derrière. Donc attention, la UDNZD en hebdo, ça va être une merde noire derrière. Mais je m'attends un peu à ce genre de schéma. Ça accélère fort, ça range un peu, et bam, on va tout de suite chercher la résistance, et là, on essaye de passer. Sauf qu'à l'époque, effectivement, on avait peu de recul sur les prix, il a fallu qu'on range 2-3 ans de plus derrière, mais j'ai l'impression que cette fois, on est bon. Donc, le schéma, entre guillemets, moi, que je privilégie sur ce marché, c'est un peu ça, voilà, j'aime bien copier les trucs, voilà, c'est beaucoup plus pratique, ça vous montre bien la visibilité. Voilà, moi c'est un peu ce genre de schéma que je vois arriver. Je pense qu'on franchira pas la résistance, je pense qu'on restera quand même orienté et bloqué sous cette grosse oblique-là. Je pense qu'on y mettra des mèches, voilà, un peu ce genre de mèches là comme ça. Je pense que c'est cette zone-là où il faut vraiment faire sa gestion du risque, c'est-à-dire c'est là où il faudra quand même considérablement réduire les expositions pour attendre. En gros ici, on réduit, on attend, parce qu'on sera bloqué par la target pendant 40 bars, et je pense que derrière, on risque de repartir dans un nouveau flux haussier. Alors celui-là, je pense qu'il n'aura pas du tout la même forme, puisque là, normalement, derrière, c'est une très très forte tendance, il y a très peu de volume laissé en plan derrière, donc théoriquement, derrière, c'est retourné jusqu'à la zone à 22-23. C'est la zone swing pour moi, mais swing pluriannuel, je vais en parler toujours, gardez vos oreilles. Alors voilà. On va terminer là-dessus après. On fera le gold et le dollar, bien entendu. Mais c'est ce que je disais encore ce week-end. Donc,
Rappelez-vous d'une chose, quand vous faites quoi que ce soit sur des marchés financiers ou voilà, quelconque échange d'argent contre un service ou n'importe quoi, enfin pas contre un service, mais voilà, échange d'argent contre quelque chose qui a de la valeur, posez-vous toujours 3 questions. Quelle est votre stratégie? C'est-à-dire qu'il faut une stratégie, cette stratégie elle doit être basée de préférence si elle est spéculative sur de la gestion du risque, c'est-à-dire que vous ne tradez pas ce que vous pensez, vous tradez ce que vous pensez avec une gestion du risque qui s'assure que, voilà. Donc, quelle est la stratégie? Ok. Quel est l'horizon du placement? Alors du placement ou de l'intervention spéculative, appelez ça comme vous voulez, hein, d'accord, mais quel est l'horizon de ce que vous êtes en train de faire, le temps que ça va prendre? Une estimation, hein, d'accord, mais tout simplement, est-ce que vous pensez que ça doit mettre quelques jours? Autrement dit, si ça met plusieurs semaines, il y a un problème. Est-ce que ça doit être quelques semaines? Autrement dit, si ça met plusieurs mois, il y a vraiment un problème. Ou est-ce que c'est justement mensuel, long terme? Vous savez que ça va peut mettre beaucoup de temps à se mettre en place. Voilà, ça c'est déjà 2 questions très importantes. Et la troisième, qui est votre putain de contrepartie? Qui est le mec qui achète vos ventes ou vend vos achats? Ça, il faut que vous soyez capable de répondre à ces questions. C'est très compliqué de répondre à cette dernière question quand on est débutant, mais normalement, après, quand on est investisseur régulier ou spéculateur régulier, vous devez être capable de répondre à ces questions. Pas avec certitude, on n'a jamais la certitude, mais essayez de savoir qui fait quoi en face de vous. Ok? Et assurez-vous évidemment qu'ils ne soient pas en train d'investir sur les mêmes time frames que vous. Voilà, c'est la base. Donc là, moi je vous le dis clairement, aujourd'hui, je vends à long terme. Ceux qui sont en face sont des acheteurs de court terme ou des gens non expérimentés à qui on fait miroiter monts et merveilles. Donc évidemment, je pense que je suis en position de force et que j'ai plus de chances de prendre de l'argent que les gens qui sont en face de moi. Évidemment, j'ai une stratégie et j'ai un horizon de placement. Donc je pense que je fais mon travail. Maintenant, encore une fois, il y a plein de gens qui ne font pas ce travail-là. Et c'est ça, c'est simplement ça la gestion du risque. C'est que vous n'êtes pas meilleur que les autres, vous êtes juste moins mauvais. Et naturellement, l'argent sort des poches des mauvais. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Bref, allez, je ne vais pas refaire cette parenthèse. 41 minutes, je me bouge le cul. Donc, dollar, c'est la problématique. On a fait encore une fois des bougies haussières. C'est la première fois qu'on tient une clôture hors des contextes. Là, ça devient très sincèrement problématique pour moi. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on confirme ça cette semaine. Je veux une invalidation totale de la semaine dernière. C'est-à-dire je veux qu'on clôture sous le plus bas de la semaine précédente. Et dans ce cas-là, ça c'est ce qu'on appelle une piercing line, c'est-à-dire que cette clôture-là n'aura de valeur que si elle est confirmée par une bougie haussière ou qui tient au moins l'ouverture de la semaine passée. Là, pour moi, c'est invalidation obligatoire, sinon c'est mes scénarios qui vont devoir changer. Je vous ai dit, et je le maintenais depuis plusieurs semaines, je ne veux pas de clôture hors des contextes pour Wall Street. Si le dollar tient des clôtures hors des contextes, ça montre que je me suis trompé de contexte. Mais pour moi, pas possible. Ici, on a arraché les contextes à la vente avec de multiples clôtures sous les contextes, plusieurs fois. Normalement, ici, on ne peut pas clôturer hors des contextes. Sinon, c'est que je me suis planté. Ok? Donc pour moi, il y a vraiment un problème, c'est que je vais éventuellement devoir me confronter à l'échec du scénario, ou en tout cas le changement de structure hebdomadaire. Je parle quand même, c'est mes scénarios annuels là qu'on est en train d'essayer d'invalider. Donc, est-ce que j'ai eu tort? Bah peut-être. Est-ce que je pense pour l'instant que j'ai tort? Absolument pas. J'ai pas d'éléments en face de moi qui m'invitent à penser que j'ai tort. J'ai que des squeezes et tout ça, donc je vois un marché qui essaye d'aller jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout du bout. S'il faut avoir tort, clairement, je lâcherai l'affaire. Mais je ne pense pas qu'on sortira de ce squeeze par le haut. Tout simplement parce que par des raisons techniques, il y a beaucoup plus de choses qui nous attirent là que là-haut. Maintenant, je peux me tromper. Encore une fois, c'est 2 visions du monde. Et je vous l'ai dit, c'est important que quoi qu'il arrive, vous défendiez quelque chose. Quand vous faites du swing, il faut que vous croyiez en ce que vous tradez. Ce que vous croyez, encore une fois, c'est une pure projection de l'esprit, c'est une pure vision. Encore une fois, j'ai une vision baissière des marchés. Si ça se trouve, c'est une pure imagination de ma part. Et en réalité, les marchés seront haussiers. C'est pour ça qu'on met une gestion du risque entre les deux. Mais il ne faut pas trader à l'envers de ce que vous pensez. Sinon, il y a des... Mécaniquement parlant, si vous vous dites que ça va bien se passer, je ne comprends pas. Mais il faut bien comprendre que si vous tradez un truc auquel vous ne pensez pas, il y a des interactions subjectives ou subconscientes qui vont se mettre en place et qui vont certainement foutre en l'air la gestion du risque. Donc évitez de vous foutre dans des porte-à-faux. Il vaut mieux avoir tort avec une gestion du risque, quitte à perdre un peu d'argent, que de trader contre vos convictions personnelles. Voilà, je vous le dis, c'est une leçon, moi je l'ai déjà apprise. Ça ne sert à rien de lutter. D'accord? Contre ce que vous pensez, il vaut mieux essayer d'optimiser vos interactions avec le marché. Et si vous avez tort, vous avez tort. Il y a forcément un moment où vous aurez raison. Hein. De toute façon, ça finit toujours par arriver, tôt ou tard. Ok? Alors, bref, donc du coup, je surveille le dollar. Vous avez vu le nombre de catalyseurs qu'on a, donc l'ISM, le blabli, le blabla.
Je maintiens encore et toujours que dès que le dollar faiblit, c'est game over, hein, c'est-à-dire que lui, dès qu'il revient chercher ses supports, il n'y en aura pas. Mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Voilà, c'est infernal, c'est une horreur le dollar, mais ça ne marche pas. Je ne vois aucune structure dans ces prix, c'est-à-dire que ça, c'est de la mort cérébrale. Donc on va voir, est-ce que cette semaine va invalider la semaine passée? Dans ce cas-là, on aura un double top ici, et donc tout de suite, hein, cassure du double top nous ramène vers le support. Le support ne faisant pas support, je pense qu'on accélérera. Donc toujours pareil, il n'y a aucun soutien sur le dollar, mais tout le monde ne veut, personne ne veut lutter. Voilà. Et comme évidemment, c'est pas très beau, c'est pas très bullish le dollar, mais comme c'est la merde partout, il y a plein de gens qui se disent bon bah je sais plus où mettre mon pognon, mais je vais le mettre chez les ricains. Moi je pense que c'est très dangereux, puisqu'encore une fois, quand les gens font tous la même chose pour des raisons plus ou moins stupides, il suffit derrière d'une petite pichenette et ils se renversent tous en même temps, créant derrière donc des tendances. Je maintiens que c'est à ce genre de truc qu'on va assister à la baisse derrière. Pour ma part, hein, c'est vraiment ce genre de mouvement derrière. Vous prenez, vous répliquez ça à l'inverse et vous dites, voilà, moi c'est à ça que je m'attends sur les marchés américains et sur le dollar. Tout simplement, direction immédiate, ce support. Et après, ici, bah, évidemment, on aura une telle inertie et on aura tellement pris de gens à court que bah, à vous de réfléchir, hein, mais on fait ça cette semaine, on clôture là cette semaine, qu'est-ce qu'on fait? On fait un avalement baissier de la semaine passée, comme je l'ai dit. Donc autrement dit, ce qu'on a fait la semaine dernière, c'était annexer, une piercing line. On essaie de voir si on peut tenir les prix au-dessus de la résistance. On tient la clôture, mais ça ne tient pas la semaine suivante. Pire, renversement, c'est-à-dire prise en contre-pied. Et là, tout le monde se rend compte qu'au final, il ne fallait peut-être pas suivre le berger, quoi. Hein. Alors, du coup, le yen, parce que c'est toujours la même chose, si le dollar commence à baisser, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le yen va repartir haussier? Et j'ai des raisons de penser que oui. Hein, on est toujours ici au-dessus des niveaux de survente, et ça tient relativement bien. On est toujours sur les canaux de tendance ici. Donc, normalement, pour moi, il y a bien une structure de tendance haussière sur le yen. On n'a toujours pas franchi la résistance, qui m'invite à penser qu'on va y aller. Et la grande question, c'est est-ce qu'on va y aller dans un contexte de baisse de dollar? Et dans ce cas-là, c'est plutôt risque à mort pour les marchés. USD-Yen fortement baissier et en repli vers ses supports annuels. Ça, évidemment, si c'est ça qui se produit, c'est le dollar qui chute à mort, l'or qui se repart en tendance haussière, les marchés qui repartent en tendance baissière, et ainsi de suite. Hein. Donc tenez bien que pour l'or, tout dépend du dollar. Moi alors, je l'attends toujours sur les supports inférieurs parce que je pense que cette structure de consolidation demande ce repli vers le support. Donc je pense que pour l'instant, il y a encore un petit peu de place sur l'or, mais plus par rapport à une demande. Maintenant, si le support ici ne cède pas, là, je pense qu'il faut commencer à reprendre des mouvements haussiers. Voilà. Donc, ici, pour l'instant, je pense qu'il y avait bien une zone dans laquelle il fallait prendre ses profits. On avait été très clair là-dessus. Vous le savez, je n'avais pas tardé, j'avais pas attendu 107 ans pour prendre des profits ici. Et des profits plus conséquents que les précédents. Mais je reste toujours au sein de la tendance haussière, très largement, et je vais remettre le cash que j'ai sorti ici très prochainement. J'en ai mis un tout petit peu ici, rappelez-vous, sur un shot, sur le one shot. Dès qu'on a fait le 23%, j'ai joué juste un petit trade ici. C'est tout. Maintenant, j'attends qu'on enfonce le 23 et je recherche à partir de là, ce précédent support, hein, tout simplement. Je vais essayer de revoir comment ça réagit dans cette zone-là, ou le Fibo 38,2. Voilà, tout simplement. On est dans un range, donc quelles sont, entre guillemets, les informations techniques que je recherche également? Toujours la même chose, d'accord? Je cherche un range baissier ici. Donc théoriquement, je me fous en horaire, d'accord? Tendance haussière égale range baissier. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ah, comme par hasard. Ici, on arrache les contextes. Là, ici, théoriquement, on n'est pas supposé le faire. Mais je recherche donc des signaux d'achat sous ce support-là, ok, et sous le contexte. Ok. Je vous les donne dans les règles. Attendez. Voilà, je voulais vérifier. Donc là, par exemple, si vous mettez Bearish Range Alert, ok, par exemple, je vais le faire d'ailleurs, puisque là, c'est totalement dans ce truc-là. Ok. Donc là, le principe, c'est que... alors, je vais demander des clôtures, là. Ok. D'accord, ça ne déclenche que si on va plus bas que là. D'accord, c'est-à-dire que ce point bas doit être débordé et ensuite, évidemment, ça doit se faire sous le contexte avec un triangle et ainsi de suite. Okay, donc c'est exactement dans ce type de contexte-là que je veux me positionner sur l'or. Donc en début de semaine, l'or normalement cassure de support. D'accord. Donc vous commencez à comprendre ce que ça doit normalement mécaniquement proposer ailleurs. Je veux voir les actions revenir tester des résistances.
ok? Et sur ces résistances-là, cette semaine, je vais probablement me positionner achat gold, achat silver, vente eurodoll, achat eurodoll et vente indicielle. C'est pour moi le timing de cette semaine à trouver avant le NFP. Je prendrai probablement un achat VIX en même temps. Ok? Donc pour l'instant, ça c'est ma stratégie de la semaine. Je ne sais pas comment réagir sur les taux, mais je vous invite toujours à regarder cette putain de courbe. Alors il faut attendre qu'elle charge. Voilà. Ça, si ça repasse en positif, que le gold reprend sa tendance haussière, que les actions commencent à chuter et à se diriger vers des supports, pour ma part, je pense que je pourrais commencer à confirmer, alors à valider mon scénario de renversement annuel des indices, et tout simplement je vais commencer à passer en mode cassure de support hebdomadaire à Wall Street. Autrement dit, viser ces supports et viser leur cassure, c'est-à-dire récupérer mes profits sous les supports et renforcer à chaque pullback sous les résistances. S'il y a ce cluster-là d'informations qui arrive, et si en plus ça peut être confirmé par un NFP pas mauvais, mais en tout cas qui fait remonter le taux de chômage U6. Le mois dernier, on était à 7,2 avec un mois précédent à 7%, c'est-à-dire qu'on a pris 0,2% de hausse sur le chômage réel. Je veux voir ce chiffre confirmé ce mois-ci par une hausse à nouveau, c'est-à-dire si on peut avoir 7,3 ou 7,4% sur le U6, ça ne fera que confirmer ce que je pense, c'est-à-dire qu'on est sur le plafond de création d'emplois aux États-Unis et que mécaniquement, avec des hausses de salaire, ça n'annonce qu'une chose, le plancher a été atteint. Et quand le plancher est atteint et que tout le reste de l'économie est en train déjà de montrer des signes de fatigue, bah c'est le dernier maillon de la chaîne qui commence à faiblir et tout simplement à ce stade-là derrière, c'est pas tout qui s'écroule aux États-Unis, mais on commencera à penser au moins bien. Et ça, le simple fait de le faire, ça tirera les prix vers des supports très dangereux, systémiques et tout le merdier. Ça peut très vite déraper à Wall Street derrière. Voilà. Mais quand je parle de déraper, je parle juste de revenir chercher la valeur réelle des actifs. Hein. Pour moi, on est tout sauf à la valeur réelle de ce que vaut un Apple, un Tesla, un machin. Voilà. Pour moi, ça vaut beaucoup moins cher que ça. Les gens ont été prêts à payer ça hors de prix. Bon, bah, ils vont se rendre compte de leur bêtise. Voilà. Mais, encore une fois, ce n'est pas une certitude. Vous ne pouvez pas miser votre capital là-dessus. Je vous rappelle que la vente à découvert est associée à des prises de risque colossales, surtout si vous n'êtes pas en mesure de couper les positions si ça ne se passe pas bien. Une vente à découvert n'a pas de limite et les prix peuvent monter aussi loin que l'imagination d'un être humain. Et autrement dit, votre compte en banque, lui, ça m'étonnerait qu'il ait autant d'imagination que certains. Voilà. Je regarde si j'oublie rien, mais a priori non. Donc vraiment pour moi cette semaine, alors le WTI, je pense que je vais en reprendre un petit peu aussi, puisque dans ce contexte-là, normalement, cassure aussi du WTI, c'est-à-dire que bah, ça n'aura été qu'un événement volatile, on va donc l'effacer intégralement et très rapidement, normalement, essayer le breakout de la direction opposée. Je pense dans la foulée. GBP, je surveille, on a des statistiques cette semaine, mais je pense que quoi qu'il arrive, hein, Brexit, Brexit, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle venant de là-bas, je pense que quoi qu'il arrive, on se dirige vers les zones résistantes un peu plus élevées. Donc je pense que de toute façon, bah, c'est le dollar qui va nous embêter. Donc je pense qu'on a besoin de ranger ici, quoi qu'il arrive. On a bien une target et ça bloque pour l'instant. Donc je pense qu'il y a un range à venir là. Quelle forme il prendra, je ne sais pas, mais je pense un range flat. Voilà, avant de reprendre un mouvement haussier, c'est ce qui me semble être le plus probable. Voilà. Donc ici, on arrive sur les supports, sur les overlaps. Je pense que il y a des fortes chances que GBP fasse le boulot. Maintenant, je ne vois pas d'intérêt de se positionner là où vous cherchez des gestions du risque. Je pense que ça se fera en horaire. Si vous voulez spéculer sur ces time frames là, moi ça m'intéresse pas. Hein. Encore une fois, je prends des swings. Donc faire des trades horaires sur le GBP USD, c'est pas vraiment ce que je recherche. Voilà. Ou alors il faut qu'on soit sur des zones qui m'intéressent. C'est-à-dire que si ça chute un peu plus et qu'on vient sous les 1,21, là oui, ça m'intéresse. Sous les 1,22 pardon. Là oui, ça m'intéresse éventuellement de faire quelque chose sur le GBP USD en horaire. Ici, ça m'intéresse pas. Mais il y a des choses à faire, hein, qu'on soit bien d'accord. On est bien en overlap sur le niveau précédent. Je pense qu'il y a des choses à faire. Voilà, vous avez déjà des signaux de range. Voilà. En gros, si vous voulez spéculer ici, vous savez qu'il y a de quoi faire. Maintenant, vous faites comme d'hab, vous respectez vos schémas de marché, vous me contextualisez vos putains de marché, vous appliquez vos règles de filtrage et vos signaux. Bref, vous connaissez la musique. Normalement, vous êtes capable de trader indépendamment. Moi, je ne viens pas ici vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je vous donne des exemples. Et moi, je vous cadre sur les choses que normalement, vous n'êtes pas capable de faire tout seul. C'est-à-dire, je vous donne un cadre global et des orientations de portefeuille. Après, les gestions du risque, normalement, j'espère que la plupart d'entre vous, vous commencez à maîtriser ça. Et les règles de stratégie, évidemment, je ne passe pas 3 plombes à les rappeler non plus. Bref, demain, du coup, on fait l'émission pour les... Oui, c'est les débutants mardi. Oui, demain on fera les débutants. Donc comme on avait fait la semaine dernière, on fera des recherches de scénarios de range dans des contextes comme ça. Hein. Donc par exemple, demain, sans problème, je pense qu'on pourra aller parler de GBP sur du 15 minutes ou sur des trucs comme ça pour essayer d'aller trouver des signaux. Ok ?
Donc on verra tout ça demain, tranquillou. Euh, pour les experts, je pense qu'on fera un point action en fin de semaine. C'est-à-dire qu'en fin de semaine, nous, on va faire un point global sur tout ça. Là, j'ai pas le temps de le faire et on est déjà à 1 heure, donc je vais m'arrêter. Euh, mais voilà, théoriquement, un peu le délire. Bah voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis je vous dis à plus tard dans la semaine en fonction de vos niveaux de difficulté. Rappelle toujours la même chose, évitez d'aller regarder des difficultés qui ne vous correspondent pas. Et il vaut mieux de l'information qui vous correspond, même si elle est un peu moins régulière, que de regarder tout le temps des choses qui ne vous correspondent pas. Et mercredi, je ne sais pas trop de quoi on va parler, mais je pense que je vais vous imposer le thème des robots, euh, puisque je pense qu'il est temps qu'on parle de ça. Voilà. On va voir si je l'impose ou si je vous laisse le choix et que je supprime les thèmes psychologiques, parce que ça fait quand même 5 fois de suite qu'on fait de la psycho. Et même si vous adorez ça, je veux bien le comprendre, au bout d'un moment, il faut quand même qu'on change un peu, ne serait-ce que pour moi, parce que ça me gonfle de parler de psycho tout le temps. Et pour vous aussi, parce qu'il faut quand même vous aérer un peu les neurones. Voilà. Allez, bye bye.